Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Format, votre émission de débat sur le 360. Désormais, le Maroc peut se prévaloir d'une nouvelle charte de l'investissement, un dispositif appelé à donner naissance à une nouvelle génération d'investisseurs. Pour évoquer les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle charte, avec nous aujourd'hui Mohsin Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. L'occasion également d'aborder avec lui les mesures fiscales du projet de loi de finances 2023 et leur impact sur l'investissement et surtout sur l'attractivité du Maroc auprès des investisseurs internationaux. Et c'est tout de suite dans Grand Format. Mohsin Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes né à Casablanca et vous avez 55 ans, diplômé de l'université Paris-Dauphine. Vous êtes aussi le détenteur en 1991 d'un master en ingénierie de l'aide à la décision, d'informatique appliquée à la gestion de l'entreprise obtenu à l'université Paris 11. Vous avez effectué l'ensemble de votre carrière dans le conseil stratégique, d'abord à Paris, au cabinet d'audit Ernst & Young. En 1995, vous avez eu pour mission de développer à Casablanca les activités de conseil de l'antenne d'Ernst & Young dans votre ville natale. Le 22 janvier 2018, le roi vous a nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération en charge de la coopération africaine. Au remaniement ministériel du 9 octobre 2019, vous avez été confirmé à votre poste. Et 2 ans plus tard, le 7 octobre 2021, le roi vous a nommé ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Bien. Alors, d'abord, si vous permettez, Monsieur le ministre, une première question qui touche à l'actualité législative, puisque le Parlement vient d'adopter le projet de loi cadre relatif à la nouvelle charte d'investissement. C'est un projet qui a pris beaucoup de temps. Il y a eu plusieurs dizaines de versions avant son adoption finale. Cela fait 10 ans qu'on en parle d'ailleurs. Votre prédécesseur Moulay Hafid Al-Alami a fait ce qu'il fallait faire, mais malheureusement n'a pas réussi à finir le travail. Quel a été votre sentiment et quelle a été votre pensée au moment où le Parlement a voté mardi dernier le projet de loi cadre relatif à la charte de l'investissement? Écoutez, une grande émotion. Bien entendu, c'est un grand moment. Un moment historique, un grand moment dans l'histoire socio-économique du royaume. Et forcément, on ne peut qu'être ému et aussi rendre un certain nombre d'hommages. Le premier à Moulay Hafid Al-Alami, bien sûr, et à tous ceux qui ont travaillé avec lui pour entamer le travail. Mais également et surtout, hommage à tous les départements sectoriels, à tous mes collègues qui nous ont accompagnés depuis 1 an maintenant dans une réécriture complète de cette nouvelle charte de l'investissement. Un hommage à tous les partenaires, le secteur privé, le secteur bancaire, tous les partenaires sociaux, le Parlement bien sûr avec ses 2 chambres qui ont été vraiment challengeants pour que nous réussissions à sortir une nouvelle charte de l'investissement conforme aux attentes de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui nous avait interpellés il y a 1 an à l'ouverture de la précédente session du Parlement en demandant à ce que nous sortions dans les plus brefs délais une nouvelle charte compétitive de l'investissement. Et c'est ce que nous avons fait dans les plus brefs délais et forcément nous en sommes aujourd'hui satisfaits. Donc la loi est aujourd'hui prête. Quelle sera la prochaine étape? Parce qu'on sait bien que pour bon nombre de lois au Maroc, elle pêche par l'absence de texte d'application. Alors ce n'est pas le cas, puisque peut-être ce qui est intéressant dans ce projet de loi, c'est qu'il fixe un délai pour la sortie des décrets d'application. Le premier décret d'application sera prêt dans 3 mois d'après le projet de loi. Est-ce que vous allez respecter ce délai? C'est une loi cadre. Au Maroc, il y a 6 ou 7 lois cadres. Donc c'est un référentiel important. Et à cette loi cadre vont venir se pluguer un certain nombre de lois et décrets que nous allons sortir selon le calendrier qui a été prévu dans la loi. Et le gouvernement s'engage dans les 3 prochains mois au maximum à sortir le premier décret, qui est le décret principal et qui va permettre d'opérationnaliser directement la charte. Dans les 6 mois à sortir le décret qui va être le décret lié aux investissements directs marocains à l'étranger. Et dans 12 mois
maximum sortir le décret lié aux très petites et moyennes entreprises. Mais pour le premier décret, on va aller très vite. Nous avons déjà commencé avec la même logique d'échange avec les différents partenaires. Nous avons déjà commencé à travailler pour élaborer le premier décret qui sortira le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, dans 3 mois, c'est-à-dire au plus tard? Au plus tard dans 3 mois, mais on va vous donner de bonnes surprises, Inch'Allah. Bien. Alors, la charte de l'investissement, si on veut la résumer, c'est qu'elle propose un cadre incitatif avec des primes, différentes sortes de primes, des primes communes, des primes territoriales, des primes sectorielles. Mais ce qu'on remarque, c'est que le texte ne fixe pas le montant de ces primes, ne précise pas les conditions d'octroi de ces primes. Quels sont les critères qui vont conditionner l'octroi de toutes sortes de primes? Alors, cette nouvelle charte de l'investissement, cette nouvelle loi cadre, ne fixe pas uniquement des primes. C'est un cadre référentiel global, important, qui est là pour durer et pour fixer les grandes orientations. Par rapport, certes, à tout ce qui est incentive et prime, mais également par rapport à tout ce qui est lié au climat des affaires et enfin, tout ce qui est lié à la gouvernance de ce dispositif. Et effectivement, par rapport aux primes, la loi ne fixe pas et n'a pas à fixer le montant des primes puisque nous avons laissé ça au niveau des différents textes applicatifs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité avoir une loi qui va s'inscrire dans le temps sans non plus être figée et qui va permettre d'avoir la souplesse nécessaire. Et donc c'est dans les textes, loi ou décret, que se trouveront les montants des primes à octroyer. Alors si on prend l'exemple des primes territoriales, puisque l'objectif de cette charte d'investissement, c'est quelque part de réduire les disparités territoriales, est-ce que chaque ville ou chaque province doit être adossée à une prime particulière? Alors, pour les plus anciens d'entre nous, on se rappelle de zoning du Maroc à l'époque où il y avait des primes par zone, il y avait 3 ou 4 zones maximum. On aurait pu penser aussi à des primes par région, mais nous avons voulu être plus fins dans l'octroi de ces primes territoriales pour aller au niveau des provinces. Et donc, nous allons voir les 75 préfectures et provinces du royaume, et pour chacune, il va y avoir une catégorie, il y aura peut-être 2 ou 3 catégories, ça va être fixé par décret, et avec un montant de primes alloué à tous les investisseurs qui vont s'éloigner de l'axe classique, Jdida, Casablanca, Knetra, Tanger, pour rentrer dans les territoires et aller vers cette équité territoriale qu'on recherche tous. Si j'ai bien compris aussi, c'est que vous allez donner un peu plus de poids aux régions dans la décision de l'octroi du soutien de l'État. Donc, que va-t-il changer par rapport à la configuration actuelle dans laquelle la Commission nationale joue un rôle majeur dans l'octroi du soutien de l'État? Vous l'avez dit, effectivement, on donne un rôle très important et on veut que la région joue son rôle, le rôle qui lui est dû pour le développement des investissements et le développement socio-économique du royaume. Et pour ça, pour la première fois dans le pays, on va donner l'occasion aux régions d'octroyer elles-mêmes les primes, donc de signer les conventions et également de définir le montant des primes et de les octroyer pour les investissements qui sont en dessous d'un certain seuil. Au-dessus d'un certain seuil, ça sera au national, et en dessous d'un certain seuil, ça sera au niveau régional. Et ce seuil lui-même reste souple et évoluera dans le temps. Il n'est pas encore fixé, ce seuil-là. Il va être fixé par décret, mais il va évoluer aussi dans le temps. Et la souplesse justement de cette loi, c'est qu'on va pouvoir sortir de nouveaux décrets pour changer ces seuils-là. Et au fur et à mesure de la prise en charge par les régions, eh bien, on augmentera le seuil. Alors, justement, vous avez parlé de seuil. Alors, ce qui est intéressant dans cette charte d'investissement, c'est qu'aucun seuil n'a été fixé pour l'octroi du soutien de l'État. Tous les projets d'investissement sont concernés, quoi qu'il en coûte. Et la question qu'on peut se poser, comment le gouvernement compte-t-il financer tous ces projets d'investissement? Le gouvernement fait un pari positif, un pari optimiste, que le fait de financer des investissements va créer de la richesse, va créer de la croissance, qui va rapporter de l'argent à l'État. Donc c'est un cercle vertueux dans lequel nous nous inscrivons pour générer de la richesse, générer de la valeur, créer de l'emploi et créer le vrai empowerment dont le secteur économique a besoin dans notre pays. Donc si on prend par exemple un investissement
de 100 milliards de dirhams ou même plus, donc il peut bénéficier du soutien de l'État à hauteur de 30 milliards de dirhams. Écoutez, comme j'ai l'habitude de répondre à ce genre de questions, j'espère qu'on aura un maximum de projets de 100 milliards, mais s'ils arrivent, ils seront eux considérés comme des projets stratégiques, donc ils auront, parce qu'ils dépasseront un certain montant, et donc ils seront traités comme un projet stratégique, à savoir un traitement au cas par cas. Mais théoriquement, vous pouvez aller jusqu'à 30% du montant de l'investissement comme prime octroyée par l'État. Donc oui, théoriquement, on peut atteindre ces chiffres-là, bien entendu. Je sais que vous avez opéré des simulations et des projections avec le ministère des Finances. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les résultats de ces simulations? Écoutez, on a fait des simulations, bien sûr. On a fait un travail rétrospectif. On a repris l'ensemble des projets conventionnés dans les précédentes années et nous avons regardé quelles ont été les primes qui leur ont été octroyées. Nous avons aussi fait des simulations sur les primes qui leur seraient octroyées si elles avaient été justement dans le cadre de cette nouvelle charte. Et nous avons ensuite projeté ça avec la croissance attendue pour pouvoir avoir les simulations des primes qui vont être octroyées. À ça, bien sûr, il faut savoir que ces primes vont être octroyées dans le temps. Un projet dont la convention est signée aujourd'hui, les primes vont être débloquées par tranche au fur et à mesure de la construction d'une usine ou d'un programme quelconque. Et donc, ça aussi, il faut le spatio-temporiser. Et c'est ça qui a donné lieu, par exemple, cette année, au sein du budget de l'État, à un montant de plus de 3 milliards de dirhams qui est déjà inscrit au budget de la loi de finances 2023. Destiné au financement des projets éligibles dans le cadre de la charte de l'investissement. Tout à fait. Bien. Vous avez parlé de l'expérience passée et l'un des reproches qu'on adresse aux anciens gouvernements et même au gouvernement actuel, c'est qu'on n'a pas procédé à une évaluation objective du dispositif passé, de l'ancienne charte de l'investissement. Et ça pose la question de la gouvernance et ça pose la question des garde-fous et des garanties que vous avez entre les mains pour éviter de détourner l'argent de l'État dans le choix des investissements. Le gouvernement actuel a fait une analyse rétrospective de ce qu'a donné la charte de l'investissement passé. Et c'est sur cette base-là que nous avons construit le nouveau mécanisme et la nouvelle charte de l'investissement. Nous avons analysé ce qui a fonctionné. Et ce qui a fonctionné, c'est la création de tout l'écosystème automobile. C'est la création de tout l'écosystème dans l'aéronautique, les métiers mondiaux du Maroc. Et ça, ce sont de vraies réussites. Et nous avons capitalisé dessus. Et ce qui n'a pas marché, effectivement, aujourd'hui, il faut l'éviter et aller vers quelque chose qui correspond mieux aux attentes du développement socio-économique de notre pays, qui correspond mieux à l'actualité, qui correspond mieux au nouveau monde qui nous entoure, post-Covid, je l'espère bientôt, guerre en Ukraine. Et donc là, c'est tout ce dispositif qui est reconstruit selon les nouveaux besoins. Alors, la nouvelle charte de l'investissement prévoit un dispositif spécifique pour les très petites et moyennes entreprises. À quoi va ressembler ce dispositif? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Les très petites et moyennes entreprises sont essentielles pour le développement socio-économique du pays, dans la mesure où cette frange-là de l'activité économique emploie près de 80% de la population du tissu économique. Et donc, il est important de lui adresser un mécanisme dédié. Et c'est le travail que nous avons déjà commencé à faire, puisque dans le passé, la charte n'adressait pas cette frange-là, et à l'avenir, la charte de l'investissement va adresser cette frange-là. Et donc nous travaillons avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, avec le ministère de l'Emploi, pour créer quelque chose qui va justement donner une certaine dynamique à cette frange-là et répondre à ces attentes. Alors leurs attentes, ce n'est pas tant l'investissement, parce que ça ne représente que 4% du montant total des investissements, mais il va falloir qu'on le renforce, mais également aller chercher tout l'entrepreneuriat qui entoure cette frange et cette population d'entreprises. Une question sur le secteur agricole, parce que le secteur agricole apparemment n'est pas concerné par la nouvelle charte de l'investissement. Pourquoi l'avoir exclu alors que le secteur agroalimentaire figure parmi les secteurs cités comme secteur stratégique par la nouvelle charte? Tout le secteur est important et il est stratégique. Le secteur agricole, on sait combien il est important pour le pays et il a des mécanismes qui fonctionnent très bien.
Donc on ne va pas changer quelque chose qui fonctionne très bien. On a juste laissé les mécanismes actuels, avec notamment l'Agence de développement agricole, et tous les mécanismes qui l'entourent et qui fonctionnent très bien. On n'a pas besoin de les intégrer, donc on les a juste laissés là où ils sont et exclus naturellement de la charte pour qu'il n'y ait pas un double emploi. En revanche, nous intégrons dans la charte tous les projets agro-industriels et en concertation avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie, bien entendu que nous travaillerons à développer ce secteur agro-industriel qui est un pan essentiel du développement aussi. Même question pour le secteur immobilier. Donc, il a été exclu dans la nouvelle charte d'investissement. Le secteur immobilier ne bénéficiera pas du dispositif principal, mais il pourra bénéficier des autres dispositifs, les DME, TPME ou bien même dispositifs stratégiques le cas échéant. Et lui, il continuera également à bénéficier des exonérations fiscales et douanières s'il répond aux exigences. Alors, les centres régionaux d'investissement auront certainement un rôle intéressant à jouer dans la mise en œuvre de la nouvelle charte d'investissement. Le ministre de l'Intérieur, récemment devant le Parlement, il a laissé entendre que les CRI vont changer de tutelle et ils vont passer sous votre tutelle, sous la tutelle du ministère chargé de l'investissement. Qu'est-ce qui va changer au juste et concrètement, comment vous allez gérer ce basculement de tutelle? Alors, les CRI sont un mécanisme essentiel dans le dispositif d'investissement. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, l'a rappelé dans son dernier discours d'ouverture au Parlement en disant que le CRI doit jouer son rôle plein et entier dans le dispositif de l'investissement. C'est tout naturellement que maintenant qu'il y a un département en charge de l'investissement, c'est tout naturellement qu'il y ait une cohérence avec l'AMDI, avec le ministère chargé de l'investissement, avec les CRI, autour de l'ensemble du dispositif d'investissement, avec notamment cette nouvelle charte. Alors effectivement, la gouvernance va évoluer pour passer d'une tutelle du ministère de l'Intérieur à une tutelle liée autour de l'investissement, à travers le chef du gouvernement bien entendu, puisque c'est un ministère délégué auprès du chef du gouvernement, et nous allons poursuivre la refonte qui a été entamée en 2019 des CRI et qui a déjà porté ses fruits, mais qui nécessite encore un certain nombre d'amendements pour aller dans toute la chaîne de valeur souhaitée par le souverain pour l'accompagnement, aller faire de la promotion territoriale, aller rechercher les investisseurs, signer les conventions d'investissement, accompagner les investisseurs pour qu'ils obtiennent leurs primes et aussi ensuite accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets. Donc le CRI doit jouer ce rôle plein et entier. Également avec l'outil essentiel qui est la CRUI, la Commission régionale unifiée des investissements, et le tout bien sûr avec l'aide du ministère de l'Intérieur qui a un rôle essentiel. Et je salue tout le travail qui a été fait par le ministère de l'Intérieur durant ces dernières années et qui a permis de basculer cette ancienne version du CRI à la version 2019 et qui va nous aider aussi à la basculer à la version 2023, Inch'Allah. Est-ce que vous avez fixé des délais pour mener ce basculement des CRI vers votre tutelle? Alors, il faut attendre bien sûr que la charte de l'investissement soit promulguée, que les premiers décrets sortent, et ensuite on va travailler sur la loi 47-18 qui, elle, est la loi relative au CRI. Donc nous avons déjà commencé à travailler avec le ministère de l'Intérieur, avec le secrétaire général du gouvernement, et les différents départements concernés également, pour amender cette loi-là et la rendre effective le plus rapidement possible. Alors à côté des CRI qui changent de tutelle pour venir sous votre tutelle, il y a le cas aussi de l'AMDI qui a changé de tutelle à partir du ministère de l'Industrie vers la tutelle du ministère chargé de l'investissement. Est-ce que cela ne confirme pas une certaine perception d'une certaine hégémonie du ministère chargé de l'investissement? Et est-ce que ça ne risque pas de créer un conflit de prérogatives avec d'autres départements ministériels, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Industrie? Non, non, il n'y a aucune hégémonie. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'appelait avant le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Investissement. Et ensuite, on a créé un ministère de l'Investissement. Donc, c'est normal que l'AMDI, qui dépendait de l'investissement, continue à dépendre de l'investissement. L'Agence marocaine de développement des investissements. Donc, c'est
tout ça se fait de manière très naturelle. Les CRI, c'est les centres régionaux d'investissement. Donc là aussi, on essaie simplement d'avoir une cohérence, mais là... Le basculement se fait en accord avec les départements naturellement, concernés. en accord, ça se passe très bien avec mon collègue de l'industrie, ça se passe très bien avec le ministère de l'Intérieur. On est là comme une seule grande équipe gouvernementale avec un chef du gouvernement qui orchestre cette équipe gouvernementale pour répondre à la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui nous fixe un cap bien clair pour nous tous. Bien, alors Monsieur le ministre, je souhaite aborder avec vous la question de la fiscalité en relation avec l'investissement. Et notre point de départ, c'est le projet de loi de finances 2023 et les mesures fiscales contenues dans ce projet de loi. Donc je vais vous citer deux mesures. L'IS qui va passer de 31 à 35% pour les entreprises dont le résultat net est supérieur à 100 millions de dirhams. Et l'IS toujours qui va doubler pour les PME de 10 à 20% pour les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000 dirhams. Est-ce que cela ne risque pas d'avoir un effet négatif sur la machine de l'investissement? Écoutez, un des freins à la promulgation de la précédente version ou des précédentes versions de la charte de l'investissement, c'était le fait qu'il y ait un mélange entre mécanisme d'investissement et fiscalité. Il faut dissocier les deux. Il faut que chacun joue son rôle. La charte de l'investissement a un rôle long terme avec des textes d'application qui s'adaptent en fonction de la conjoncture et une loi de finances qui répond aux exigences annuelles des contraintes budgétaires. Et aujourd'hui, vous savez comme moi que les contraintes budgétaires sont fortes avec l'augmentation des prix des matières premières, avec le financement de l'État social par ailleurs. Tout ça a besoin de ressources et à un moment, il faut qu'il y ait une certaine solidarité. Et la solidarité, elle vient effectivement des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent et on leur souhaite de gagner encore beaucoup plus d'argent et on va les aider à gagner encore beaucoup plus d'argent. Il faut juste qu'ils soient solidaires à un moment où le gouvernement a besoin d'une meilleure répartition, d'une meilleure équité de ces richesses-là et pour répondre à l'état social souhaité par notre souverain. Maintenant, sur l'investissement, je dis toujours que l'investisseur qui est là pour du long terme avec une logique business, il est là avec une logique d'EBITDA, et donc qui est là avant l'impôt sur les sociétés. Bien sûr, après, il y a un arbitrage qui se fait, mais l'essentiel se fait avant l'impôt sur les sociétés, et ce qui a été rajouté ne doit pas venir influer, et doit influer à la limite, à la marge, les décisions d'investissement, et dans nos simulations, il n'y aura pas d'impact négatif, au contraire, on va avoir de l'impact positif parce qu'il y a autre chose. Nous leur offrons autre chose par ailleurs. Et bien entendu, c'est le package Maroc qui est offert aussi bien à l'investissement marocain qu'à l'investisseur étranger. Et donc il faut prendre tout le package marocain avec tout ce qu'il offre, à savoir la stabilité, à savoir une population jeune, à savoir des infrastructures, à savoir une énergie verte disponible à bas coût. Et j'en passe. Donc c'est le package qu'on offre. Est-ce que vous n'êtes pas sensible, en tant que ministre chargé de l'investissement, à la stabilité fiscale? Parce qu'on a l'impression que la fiscalité au Maroc change tous les ans. Je n'ai pas le sentiment qu'elle change tous les ans. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le monde n'est plus stable. Et donc face à cette stabilité et à ces évolutions, il est évident qu'il y ait des ajustements. Mais ce sont des ajustements. On n'est pas en train de faire des virages à 180. On fait des ajustements temporaires en plus. Parce qu'il faut traverser cette crise, il faut traverser ces difficultés et il faut répondre à tous nos programmes sociaux qui sont la priorité de ce gouvernement. Il y a d'autres mesures fiscales dans le projet de loi de finances 2023 qui sont assez décriées par les investisseurs. Un, c'est la fin du régime dérogatoire réservé à Casablanca Finance City et la fin aussi du régime dérogatoire réservé aux zones d'accélération industrielle. Alors là encore, certains observateurs, y compris parmi la CGM, parmi le patronat marocain, ils disent que ces mesures risquent non seulement de freiner la machine de l'investissement, mais de réduire l'attractivité du Maroc auprès des investisseurs internationaux. Écoutez, sur ce sujet très sensible, il y a un équilibre habile à maintenir entre ce que nous voulons, ce que nous pouvons et ce que nous devons.
à savoir nous voulons attirer les investisseurs. Les organismes internationaux nous regardent et nous mettent dans certaines listes en fonction parfois même de certains desiderata. Et puis il y a aussi les contraintes du moment dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il faut un savant équilibre entre tous ces trois-là pour maintenir la dynamique qu'on souhaite, à savoir une dynamique de CFC. CFC, c'est un bel outil, on en est très fiers, on veut le renforcer et on veut qu'il continue à être là pour supporter le Gateway to Africa dont nous parlons tant et dont nous sommes très fiers et qui répond à la volonté du souverain de faire du Maroc le principal pourvoyeur de la coopération sud-sud. C'est évident. Et sur les zones d'accélération industrielle, là aussi, il faut répondre aux exigences des pressions européennes et autres, de l'OMC, qui nous mettent de la pression pour équilibrer certains. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois qu'on va arriver à une fiscalité qui répond à ces différentes exigences et à ce qu'on peut, ce qu'on doit et ce qu'on veut. Un mot peut-être sur les investissements en énergie renouvelable. Plusieurs investisseurs internationaux dernièrement ont manifesté leur intérêt pour venir investir au Maroc. Il y a le projet de X-Links, les Indiens, les Américains, les Danois, etc. Est-ce qu'il y aura un régime spécifique pour les investisseurs en énergie renouvelable, notamment dans l'hydrogène vert? Alors, il y a deux choses. Il y a les entreprises qui font appel à des énergies renouvelables. Eux auront une prime à l'investissement. Les projets de renouvelables, il y a la production d'énergie renouvelable, et il y a tout l'écosystème autour des énergies renouvelables et l'industrie qui a derrière les énergies renouvelables. Cette industrie-là, bien sûr, on va l'accompagner, on va la primer parce qu'elle va être fortement créatrice d'emplois. Les énergies renouvelables en elles-mêmes ne sont pas très fortement créatrices d'emplois, donc on va limiter le montant des primes à accorder à ces projets-là parce qu'ils sont très consommateurs de CAPEX et pas vraiment pourvoyeurs d'emplois. Donc là aussi, c'est un équilibre à maintenir. Monsieur le ministre, je vous laisse le mot de la fin, un message peut-être à adresser aux investisseurs potentiels qui souhaiteraient peut-être bénéficier de la nouvelle charte d'investissement. Écoutez, merci de me donner cette opportunité puisque moi j'ai envie de faire passer un message positif. Depuis maintenant 1 an que ce gouvernement est formé, j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller faire des roadshows dans plusieurs capitales pour aller vendre la marque Morocco Now. Et je vois auprès des investisseurs internationaux comment est-ce qu'ils perçoivent le Maroc. Ils perçoivent ce Maroc de Sa Majesté le Roi qui, sur les 20 dernières années, a bâti les infrastructures, a créé l'environnement nécessaire. Et ils voient ce Maroc qui se prépare à une autre phase. Ils nous regardent avec des yeux et en disant c'est le momentum Maroc. C'est le momentum Maroc parce qu'il y a la stabilité, il y a la jeunesse, il y a les énergies renouvelables et disponibles, il y a la logistique, il y a une offre de formation. Enfin bref, il y a aujourd'hui tout qui est là pour répondre à ce momentum Maroc. Et ils l'ont compris. Il faut peut-être que nous, en interne, au Maroc, on le diffuse. On diffuse ce message positif que tout le monde nous regarde avec des yeux éblouis par rapport au Momentum Maroc. Il faut que nous-mêmes, nous regardions avec ces mêmes yeux-là. Et c'est la raison pour laquelle on sent déjà aussi qu'il y a ce frémissement au niveau des investisseurs, au niveau des opérateurs, au niveau du royaume. Et on sent qu'il se prépare quelque chose. Il se prépare une nouvelle phase dans le développement socio-économique du pays. Et cette nouvelle phase, je suis convaincu qu'elle va s'accompagner de la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'une nouvelle génération d'investisseurs, comme l'a souhaité Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Mohsin Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Merci d'avoir répondu aux questions des 360. Merci à vous. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.